Voilà, bonjour, je m'appelle Alban Bensa, je suis directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris. Je suis anthropologue, spécialiste de la Nouvelle-Calédonie en Océanie et aussi de la théorie anthropologique. Je pense que les anthropologues sont des anthropologues et les historiens des historiens. Et c'est bien quand ils peuvent travailler ensemble et mettre ensemble les résultats de leurs enquêtes. L'anthropologue peut atteindre la mémoire orale et écrite des populations auprès desquelles il travaille et accéder à une mise en avant des relations précises que les gens entretiennent aujourd'hui dans un espace social donné. L'historien apporte une profondeur supplémentaire, surtout lorsque un événement historique rapproche l'historien de l'anthropologue et qu'ils essayent ensemble de comprendre cet événement survenu dans le passé et dont on mesure les conséquences jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, la confrontation, ce n'est pas une confrontation, c'est une complémentarité entre l'historien et l'anthropologue. L'anthropologue fabrique ses propres sources, l'historien travaille sur des sources qui existent déjà. Et c'est cette conjonction des deux approches qui peut permettre d'éclairer une chose qui me paraît très importante, c'est la façon dont les individus concrets ont fait leur histoire, ont pensé leur histoire, ont mémorisé leur histoire jusqu'à aujourd'hui, éventuellement même manipulent leur histoire pour, dans le présent, en tirer des bénéfices politiques. Alors je pense que la philosophie est importante pour l'anthropologie, notamment en France, parce que les premiers grands anthropologues ont été des philosophes ou sont encore des philosophes. Et donc mon travail, ça a plutôt été de montrer ce que la théorie anthropologique avait tiré de la philosophie, plutôt que de faire de l'anthropologie une philosophie. Je pense que c'est plutôt dans une déconstruction de la méthode et de la théorie anthropologique dans ses rapports à la philosophie, dans ces directions-là qu'il faudrait aller, plutôt que de faire de l'anthropologie une philosophie. L'anthropologie historique critique que j'entends mener est une anthropologie qui essaye de restituer la façon dont les personnes concrètes, dans des espaces sociaux et historiques précis, ont pensé leur propre monde et ont agi dans ce monde. Donc c'est une anthropologie ou une ethnographie extrêmement proche des acteurs, de leurs intentions conscientes et de la façon dont elles travaillent leur propre histoire. Alors, pour la deuxième partie de la question, qui est plus difficile, c'est de savoir si on peut parler de philosophie kanak, par exemple, parce que je travaille en Océanie, ou de philosophie maya ou aztèque, je ne sais pas. Je pense que là, il faut faire très attention, puisque le terme philosophie, de philosophie lui-même, il est né en Grèce dans un contexte ancien, très précis, bien connu. Est-ce qu'on peut employer le terme philosophie pour la façon dont les Kanaks pensent leur histoire, pensent les transformations sociales, pensent le monde? Je pense que le terme de philosophie, il a un sens, au sens que ce serait pour restituer une certaine façon d'enchaîner les idées, une certaine logique de pensée. Je ne veux absolument pas parler ni de mentalité, ni de pensée sauvage, ni de pensée mythique, mais plutôt d'articulation d'une réflexion
confrontés à des situations nouvelles, parce que l'anthropologie, elle ne parle pas des gens tels qu'ils ont existé dans des périodes où on ne les a pas connus, elle parle des personnes dans des contextes contemporains très précis qui développent des arguments pour essayer de comprendre ce monde contemporain, agir sur lui et éventuellement y trouver une place meilleure que celle qu'on leur a laissée en général. Alors pour prendre un exemple, il faut évidemment travailler dans la langue ou dans les langues locales, il faut les apprendre, il faut essayer de les traduire. Notre travail principalement c'est un travail de traduction et les traduire, ça veut dire de trouver des équivalents entre leur expression et l'espagnol, le français ou l'anglais. Et ce travail est très difficile parce que vous n'avez jamais une correspondance exacte. Alors pour prendre un exemple de ce que je connais bien, en Mélanésie, en Nouvelle-Calédonie, chez les Kanaks, je peux montrer que les Kanaks associent à leurs métaphores, à leurs images, un ensemble de connaissances rituelles qui touchent à la façon dont ils perçoivent le monde des ancêtres, à la façon dont ils perçoivent l'avenir, la mort et la renaissance. Et là, on a quelque chose qui est de l'ordre plutôt d'une conception du monde active dans une période particulière. Dans le livre que j'ai publié avec un historien et un penseur kanak, justement, Yvon Goromwendo, dans ce livre-là, Les sanglots de l'aigle pêcheur, que j'ai publié il y a 2 ans, j'ai essayé de montrer comment les Kanaks avaient pensé l'entrée de la Nouvelle-Calédonie dans la guerre de 14. Et à un moment, je résume, les alliés français, britanniques, etc., en lutte contre l'Empire austro-hongrois, les alliés font appel aux colonies, aux hommes des colonies pour venir grossir le contingent des soldats pour se battre en Europe. Et dans une poésie écrite par les Kanaks en 1919, les Kanaks expliquent qu'ils ont entendu cette parole, que la France et le monde entier est en difficulté et qu'ils vont leur apporter leur aide. Et au terme de cette poésie, ils écrivent cette phrase « Aatum peili tieiki » et c'est très intéressant pour comprendre la façon dont ils ont perçu cet événement. Ça veut dire une pierre qui fait pousser l'espérance. Tieiki, c'est l'espérance, c'est aussi la foi, ça a été traduit parfois par les missionnaires, et on pourrait imaginer que c'est une métaphore, que la pierre, c'est une base que les colonisés, la colonie offrent à la France pour qu'elle puisse avoir davantage de soldats et qu'elle puisse réussir. Et puis confiance, ça pourrait être l'idée que la Nouvelle-Calédonie redonne confiance à la France en s'engageant à ses côtés dans la lutte contre l'Empire austro-hongrois, contre les Allemands. Or, en fait, ce n'est pas ça du tout. Il s'agit d'une pierre qui sert à faire pousser les ignames. Et si je traduis par une pierre où fonder sa confiance, c'est comme ça que j'ai traduit, les amis Kanaks me disent non, c'est une pierre à igname, c'est un rituel qu'on a fait pour apporter de la force à l'armée française ou aux Alliés, de même qu'on met des pierres à côté des ignames, des grands tubercules, dans la terre pour les faire pousser, nous avons déposé une igname dans la terre pour donner de la force aux armées et ainsi qu'elles retrouvent leur confiance. Donc vous voyez, nous sommes non pas dans un jeu de métaphores, mais dans un dispositif rituel qui attribue à certaines pierres une force sacrée qui peut servir dans la guerre. Et ce rapport aux ancêtres, ce rapport au rituel, il est maintenant très utilisé par les hellénistes lorsqu'ils réinterprètent l'Iliade et l'Odyssée, par exemple. Il y a tout un appareil mythico-religieux derrière ces expressions, et je ne sais pas si c'est une philosophie, mais en tous les cas, c'est une intelligence matérielle du monde, c'est-à-dire comment l'invisible peut soutenir le visible dans son accomplissement. Je pense que chaque situation est particulière. La Nouvelle-Calédonie est un territoire français d'outre-mer, une colonie française
une ancienne colonie française d'outre-mer, et donc je suis interpellé sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie en tant que citoyen français. Je n'aurais peut-être pas pu faire la même chose dans un autre pays d'Amérique latine ou d'ailleurs, c'est-à-dire m'engager pour que le sort des Kanaks colonisés soit amélioré. C'était une question qui doit interpeller tous les citoyens français, puisque les Kanaks sont citoyens français depuis 1946. S'engager, c'était, dans la première période de mes travaux en Nouvelle-Calédonie, c'était travailler à ce qu'une justice sociale soit rétablie dans ce pays. Et elle n'existait pas, les conditions matérielles d'existence, les conditions sanitaires, les conditions politiques étaient désastreuses pour les Kanaks. Et sans nous substituer à eux, puisqu'ils se sont eux-mêmes révoltés en 1984, mais les accompagner dans ce redressement de leur situation, dans ce qu'on a appelé à l'époque le rééquilibrage de la vie économique, sociale, politique et culturelle de la Nouvelle-Calédonie, c'était un geste dont je ne vois pas comment un ethnologue aurait pu ne pas le faire. Voilà, on ne peut pas être avec des gens tout le temps et les lâcher au moment où ils posent des revendications qui nous semblaient justes et qui s'adressaient au gouvernement français. Et le gouvernement français ne pouvait pas, il a essayé de m'expulser de la Nouvelle-Calédonie, j'ai été expulsé une fois, mais il n'avait pas le droit. Donc après, je suis revenu tout de suite après. Le gouvernement français, c'est mon gouvernement, donc j'ai le droit de l'interpeller sur ce qu'il fait en Nouvelle-Calédonie. Alors la deuxième chose, c'est est-ce que cet engagement peut nuire à la compréhension scientifique? Je ne crois pas. Plus on est proche des gens, mieux on peut comprendre leurs intentions, leurs projets. Et par exemple, ces gens qui nous expliquent que la pierre à igname redonne la confiance au pays, ce sont des gens qui sont allés négocier à l'ONU, qui ont discuté avec Mitterrand, qui ont défendu l'indépendance. Et ce qui m'a intéressé, c'était de les suivre dans toutes les facettes de leur comportement. Et ce que je reproche à l'anthropologie souvent, c'est d'avoir isolé ces populations dans une pensée mythique, anhistorique, non historique, alors qu'ils étaient engagés profondément dans une réflexion sur ce que leur grand leader assassiné, Jean-Marie Tjibaou, appelait une reformulation permanente de leur société et de leur culture dans des contextes nouveaux. Alors enfin, aujourd'hui, nous sommes dans une situation difficile en Nouvelle-Calédonie. Il va y avoir un référendum l'année prochaine. Le premier référendum aura lieu l'année prochaine, qui sera un référendum d'autodétermination. Et comme les Kanaks et les non-Kanaks, les indépendantistes et les non-indépendantistes représentent à peu près le même nombre de personnes, c'est 50-50 à peu près. J'arrête. Donc, comme, si vous voulez, la situation est équilibrée du point de vue du nombre des votants, les indépendantistes ne peuvent pas gagner et les Européens ne peuvent pas gagner non plus, les anti-indépendantistes ne peuvent pas gagner non plus pleinement. Donc il faut essayer de travailler à une solution mesurée, équilibrée, et alors que j'ai beaucoup soutenu le mouvement indépendantiste à sa naissance, je le soutiens toujours, mais je soutiens aussi l'idée d'une réconciliation possible entre les deux principales composantes du territoire de la Nouvelle-Calédonie, sinon ce sera à nouveau des affrontements, à nouveau la guerre, et les Kanaks la perdront. Donc là, il y a un problème de réflexion politique, de science politique, qu'il faut arriver à dénouer et essayer de dépasser même l'attachement que je peux avoir au peuple kanak, avec le peuple kanak, pour, avec eux, essayer d'imaginer une solution où toutes les composantes de la Nouvelle-Calédonie puissent vivre ensemble. Et c'est possible en Nouvelle-Calédonie grâce à l'industrie du nickel, à l'exploitation des mines de nickel, qui posent tout un tas de problèmes, mais qui sont un réservoir de richesse qui pourrait permettre à terme à ce pays de devenir soit pleinement indépendant, soit avoir une indépendance en association avec la France, notamment sur le plan scolaire, sanitaire, sur le plan des formations. Et sur le plan de la formation, de l'enseignement et de l'école, etc., les Kanaks et les non-Kanaks, les indépendantistes et les non-indépendantistes sont parfaitement conscients qui préfèrent garder un soutien de la France plutôt que d'être lâchés tout seuls, sachant en plus qu'ils ne sont pas nombreux, et à ce moment-là, ils feraient face à d'énormes difficultés. Donc si vous voulez, il ne faut pas avoir de pensée figée, il faut être un peu comme les Kanaks, c'est-à-dire pragmatique. Quand le rapport de force
était mauvais pour les Kanaks, il a fallu le rééquilibrer. Maintenant qu'il est meilleur pour eux, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut pouvoir, comme le disait Tshimbaou, accueillir aussi les autres populations dans une nouvelle citoyenneté. Et ce à quoi les Kanaks travaillent aujourd'hui, avec beaucoup d'Européens progressistes, c'est à l'idée de fonder une citoyenneté océanienne, franco-kanak locale, si vous voulez, et qui serait articulée à la France. Ce serait une citoyenneté locale, mais qui ne serait pas coupée complètement de la France. Donc il y a cette réflexion qui est en cours, mais là, on va voir ce qui va se passer. Et je pense que la connaissance des personnes, l'anthropologue peut amplifier et faire connaître la réflexion politique des Kanaks. Maintenant, c'est aux Kanaks à eux-mêmes à décider, évidemment, de l'avenir qu'ils veulent se donner avec les autres composantes de la population qui, pour une partie d'entre elles, n'imaginent pas pouvoir quitter la Nouvelle-Calédonie sans drame.